Bonjour, vous Ultra Normal, bienvenue pour l'épisode 31 du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, le podcast s'intitulera Rouler sur les traces des professionnels. Je vais vous proposer une étape du Giro et une étape du Tour de France que vous pouvez faire cette année et qui sont accessibles à tous. Alors l'objectif concrètement du podcast, c'est vous proposer une étape sur le Giro plutôt accessible sur le papier, tout en permettant de visiter deux régions du Giro méconnues, et une étape plutôt un peu plus dure sur le Tour de France. J'en dis pas plus, vous le verrez dans ce podcast. Une étape un peu plus montagneuse, disons, pour des personnes plus confirmées. Et donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer sur l'étape du Giro d'Italie. Pour ceux qui s'intéressent, c'est l'étape 8 du Giro d'Italie que j'ai décidé de vous sélectionner, qui pour moi sur le papier est pas très difficile. C'est pas non plus une étape de plat où vous allez avoir 200 bornes, ou sans aucun col, sans aucun relief. Pour moi, c'est pas le but. C'est pour ça que l'étape entre Cicchetti et Fermo me semblait un savant équilibre de difficultés, des régions pas très connues comme les Abruzzes un peu plus, mais la région de la Marche, avec l'arrivée à Fermo au bord de la mer Adriatique, c'est vraiment magnifique. Donc sur l'étape elle fait 158 km en tout, dénivelé positif. Il me semble que c'est environ 1500 mètres pour 158 km. Franchement, c'est largement faisable. Entre guillemets, petit bémol où le parcours est fait ainsi. C'est-à-dire que nous partons de Chieti, une petite ville dans les Abruzzes méridionales. C'est une ville magnifique d'ailleurs. Et ensuite, du coup, on a un départ à monter sur les 10 premiers kilomètres avec un faux plat montant avec du, on va dire, 1 ou 2% de moyenne. Et ensuite, on a une descente et on va quasiment plus changer d'altitude du kilomètre 23 après la descente jusqu'au kilomètre 98. On passera bien sûr vers des villes assez célèbres, connues pour les fans de cyclisme, notamment avec Tirreno Adriatico, avec San Benedetto del Tronto, où chaque année c'est l'arrivée de la dernière étape de Tirreno Adriatico. À partir de ce kilomètre 98, on ira, je dirais, la phase de l'étape la plus intéressante, même si avant, en fait, on est sur les plaines entre les Abruzzes, la région des Abruzzes et la région de la Marche. C'est une longue plaine de 90 bornes qui vous attend, un peu moins, 80 bornes. C'est peut-être le seul, entre guillemets, bémol de l'étape. Alors, les paysages, regardez, c'est assez joli. Il y a quelques forêts, quelques zones agricoles aussi. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de vent, donc ça devrait aller de ce côté-là. Donc voilà, niveau difficulté, je pense, sur le papier, c'est l'étape la plus simple, en gardant quand même un minimum de challenge. Ce challenge, vous allez avoir en fait dans les 60 derniers kilomètres de l'étape, puisque à la sortie de San Benedetto del Trento, enfin plutôt 10 km après la sortie de San Benedetto del Trento, on va dire entre guillemets, les choses sérieuses vont commencer avec la côte ou le col, on va appeler le plus long de la journée. Monfiore d'Asso, donc c'est 9 km à 4% de moyenne environ. Donc là on monte à 361 mètres d'altitude. Ensuite on aura directement une descente. Puis après on va remonter pour aller au point culminant de cette étape via le Monte Miano, 4,7 km à 6% de moyenne. Ce sera je pense que c'est le col le plus dur de la journée. Avec l'enchaînement final, on va le voir, qui est aussi compliqué, mais vu que vous n'allez pas le faire comme les pros, ça va de suite couler. Petite annotation, donc, sachant que après du coup la sortie de San Benedetto del Trento jusqu'à l'arrivée, on est totalement en prise, donc c'est que des montées et descentes. Là, comme vous l'avez deviné, après le deuxième col de la journée, il y a une longue descente d'environ une dizaine de kilomètres jusqu'à Polteele. Là, on y a en gros, je dirais, 5 km non répertoriés, où on a une petite descente sur 1 km et après on a 4 km de montée. Et ensuite, on va redescendre vers l'enchaînement au final, à 146 km de l'arrivée. Donc là, on est à 12 km de l'arrivée environ. On a 4 km à 5,3%. Dernière côte répertoriée de la journée, je précise. Le Capo d'Alco. Et ensuite, après cette côte-là, on aura une descente sur 2 km pour arriver au kilomètre 155 environ. Et là, on aura, je dirais, une partie plus dure, mais assez sympathique pour arriver dans cette petite ville au bord de la mer Adriatique. En gros, on aura une petite côte de 1 km à 14% de moyenne, donc c'est assez dur. Et pour finir, ensuite, en gros, on arrive
en bas de la descente. Ensuite, on a 5 km à 14% de moyenne. Et puis, on finit avec 3,4 km à 6,1% de moyenne pour arriver sur la bord de la mer Adriatique. Donc, c'est vraiment sympathique. Du coup, on a plutôt vu le déroulé, entre guillemets, au niveau cartographique, géographique de l'étape et surtout, je vous ai peu décrit les principales difficultés et la typologie de parcours que vous allez rencontrer tout au long de l'étape. En ce qui concerne le tourisme, la partie des Abruzzes est quand même un peu intéressante, mais j'ai pas sélectionné cette étape pour la partie des Abruzzes. On est plutôt à juste au titre dans les Abruzzes méridionales en fait. C'est une partie des Abruzzes qui est assez plate, puisque normalement les Abruzzes en Italie c'est un massif montagneux. Mais là du coup on est sur la partie méridionale du massif vers la région de la Marche justement, où c'est des plaines entre guillemets. C'est assez joli comme paysage, mais mon coup de cœur cette étape bien sûr c'est la région de la Marche, une région assez sympathique et qui est pas mal très peu connue du côté français en Italie. Donc cette région-là, en fait, c'est une région un peu montagneuse comme le centre de la France, mais avec des massifs beaucoup moins hauts, vu que vous l'avez vu, le point culminant c'est 500 mètres d'altitude. On va dire que ça ressemble un peu à l'étoile de Bessèges, voilà, au parcours un peu d'étoile de Bessèges entre guillemets, mais c'est pas du tout le même type de paysage, c'est plutôt des forêts en haut de petits, il y a des forêts à perte de vue et on a des petits villages. Et c'est assez vallonné, d'ailleurs les villages ils sont assez caractéristiques, cette couleur un peu rouge, assez caillouteux des bâtiments. Les bâtiments sont faits en pierre rouge. Ça donne un assez joli contraste de couleurs pour les yeux. Sur ce que les recherches j'ai pu faire sur internet, ça avait vraiment magnifique. Ensuite au niveau de la partie plutôt sportive, pour la gestion de l'étape, je pense que c'est 160 km, 1500 mètres de dénivelé, c'est largement faisable en un jour. Après, vous pouvez profiter et le faire sur 2 jours. Dans ces cas-là, mes petits conseils seraient de couper l'étape en deux, la poire en deux. Donc moi, j'aurais coupé l'étape à San Benedetto del Trento, qui se situe au kilomètre 88, à environ 80 km de la ligne d'arrivée. Si toutefois vous dites San Benedetto del Trento, c'est vrai que la première journée est plutôt facile sur le papier. Je voudrais plus avancer, me rapprocher, tout en gardant la région de la Marche et je pense le charme de faire la dernière partie en prise de l'étape à la fin. Vous pouvez aussi vous arrêter dans la ville de Cupla Marittima, qui elle est située à 98 km du départ, et en gros ça fait environ 70 km, un peu moins, de l'arrivée. Donc déjà c'est un peu mieux au niveau des jambes, un peu moins de distance. Même si vous allez directement être en prise, c'est-à-dire que vous allez faire 2-3 km et ça va monter directement. Moi, quitte à le faire sur 2 jours, je préfère déjà pour le prestige et la beauté de la ville partir de San Benedetto del Trento, parce que c'est vraiment une ville qui est magnifique. Avoir 10-15 km de plat, puis arriver dans les monts, comme ça, le corps est chauffé et c'est impeccable. Donc cette première partie sur l'Italie touche à sa fin. J'espère que certains auront l'idée d'aller visiter la région de la Marche ou non. J'espère que j'aurai ouvert peut-être l'appétit à d'autres personnes de se dire ouais, cette année je veux faire une étape de grand tour, pas forcément comme l'étape du Tour d'ailleurs qui est vraiment très competition, acting et tout. Moi je suis pas trop fan de chez choses-là entre guillemets. Je pense qu'on peut prendre un vélo à n'importe quelle date de l'année, se dire voilà, il y a une étape de grand tour, je la trouve magnifique, j'ai envie de la faire. Vous partez sur un petit week-end, vous la faites. Et je pense que pour des gens qui s'entraînent un peu ou qui font un peu de vélo tout au long de l'année, c'est largement faisable et pas du tout impossible. On va tranquillement laisser l'Italie derrière nous. On va maintenant se concentrer sur le Tour de France, l'étape que je vous réserve et que je vous propose de faire cette année. C'est l'étape entre Aurillac et le Lioran. Première situation géographique, on va dire un peu dans le sud de la France, mais complètement au centre de la France. Donc ça veut dire que c'est pour toute personne qui vient en France, c'est un peu un point central. Donc au niveau kilomètres, pour se déplacer en voiture et la faire, on peut faire ça sur un petit week-end. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette étape. Deuxième lieu, je pense que c'est une étape magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles étapes hors Pyrénées et Alpes sur le papier cette année, même si on a le petit départ en Espagne avec Montjuïc et le contre-la-montre par équipe. Je pense qu'elle fera partie de mon top 5 des étapes favorites de ce Tour de France. J'espère qu'on aura du spectacle.
Mais concrètement, qu'est-ce qui nous attend, nous, amateurs, pour faire cette étape? Donc, ce qui va nous attendre, c'est un départ d'Aurillac, magnifique ville, chef-lieu du Cantal, que moi j'apprécie fortement. Un départ, on va dire, assez light, puisqu'en partant d'Aurillac, quand on va vers le Puy-Marie, normalement, on peut aller directement vers le Puy-Marie. Là, il sera en fin d'étape, entre guillemets. On peut avoir 50 km, on est directement au Puy-Marie. Mais cette fois-ci, on va faire une petite boucle. Donc, on va passer dans un endroit assez plat, entre guillemets, du Cantal sur ces 75, 78 premiers kilomètres. Donc, jusqu'au kilomètre 50, il n'y a quasiment aucune bosse. Il doit y avoir 300 ou 400 mètres de dénivelé. Quand même un peu dénivelé. Ensuite, première difficulté du jour, la côte de Pérols, qui ne sera pas au classement de la montagne. C'est environ 4, 5, 6 km à 3-4% de moyenne déjà. Quand on regarde les côtes qu'il y avait sur la première étape du Giro, ce serait une côte de 4e catégorie de ce Giro-là. Ensuite, on va monter sur le plateau de la Capelle Barès pour ensuite redescendre du coup au niveau du kilomètre 90-13, où il y aura 15 km de plateau. Puis après, on aura une descente de 3-4 km. Et à partir du kilomètre 84, on va avoir un faux plat montant. On va monter jusqu'au kilomètre 97.5 avec le col de la Griffoul, 5,9 km à 6,7% de moyenne. C'est un col qui va commencer à fatiguer les organismes, d'autant plus que, en plus de ce col-là, on aura en gros une sorte de mini-descente au sommet, pour ensuite remonter vers le col du Prat du Bouc, où on aura 2 km à 6,7% de moyenne aussi environ. Ensuite, on redescendra vers la Murat, pour enchaîner la côte de Murat. Il me semble qu'on l'a déjà eu sur le Tour de France l'année dernière ou il y a 2 ans. Cette colle-là aussi, elle est pas très très dure, des pourcentages à 4% de moyenne, sauf que c'est sûr, encore une fois, 6 km, cette côte n'est toujours pas répertoriée, il faut le préciser. Une fois qu'on a fini cet enchaînement-là, on va arriver au pied du pas de Pérols, enfin pas tout à fait, puisqu'on aura quand même un faux plat montant de 2-3 km, avant d'arriver à la Vignerie, qui marque le début du pas de Pérols. Puy-Marie, 7,8 km à 6% de moyenne. Donc avec déjà tout ce qu'on aura eu avant, je pense qu'on sera déjà assez fatigué au niveau des organismes. Et ensuite, on va enchaîner avec Mandaille-Saint-Julien, col du Pertuis, puisque Mandaille-Saint-Julien se situe en bas de la descente du pas de Pérols. Le col du Pertuis, et là c'est celui-là, il est là pour nous achever. C'est 4 km 4 à 8,5% de moyenne, avec des pourcentages assez forts sur ce col. Et enfin, on redescend à Saint-Jacques-des-Blattes pour affronter le col de Front de Serre. Et ensuite, on redescendra vers la magnifique station du Lioran. Je trouve que cette étape, elle est assez dure dans sa partie finale, beaucoup plus dure que celle du Tour d'Italie. Au niveau des kilomètres, on est sensiblement identique. 7-8 km de plus avec 167 km pour cette étape-là. Par contre, au niveau du dénivelé, on est quasiment 1300 mètres de plus, le double de l'étape du Tour d'Italie, puisque là, on est environ à 2990 mètres de dénivelé positif. Alors, ce dénivelé, il est vraiment réparti, en fait, en soi, équitablement sur les 70 derniers kilomètres, à peu près 75 derniers kilomètres, puisqu'il n'y a aucun col de plus de 10 km. Donc ça, c'est à noter. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va être en prise, on va faire que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. En gros, si on regarde bien le profil, même à partir du kilomètre, je vais dire 64, on fait ça, sachant que, comme je l'ai dit, il y a le plateau de la Capelle Barès qui permet d'avoir un peu de repos. Mais une fois qu'on a passé ce plateau, qu'on est descendu, on est totalement en prise sur les 75 derniers kilomètres. Et c'est très très dur, mais c'est tout là, la beauté de cette étape, c'est que le début de l'étape est certes magnifique en fait, avec ces semi-plateaux du Cantal, magnifique avec ces jolies forêts, ces maisons assez typiques. Mais après, on va monter dans des cols de la Griffoul qui sont des paysages assez sauvages, vu que le Cantal, au niveau de ces montagnes, c'est pas comme les Alpes ou les Pyrénées, il y a moins de cet aspect station de ski, monde, c'est très très sauvage et je trouve ça assez magnifique. Côte de la Murat que j'ai eu l'occasion de faire il y a 2 ans, un passage aussi magnifique.
je tiens à le dire. Et puis le classique Puy-Marie, pas de Pérol. Ah oh, si vous avez le temps de vous arrêter, il y a une magnifique resto qui propose une tarte à la myrtille, une régalade avec un petit génépi. Ça passe très bien, surtout qu'après, une fois qu'on a passé le pas de Pérol, j'ai envie de dire, il y a quand même le col du Pertus à passer, mais bon, il reste environ 20-25 km, un peu moins, à un pas de la descente. Donc c'est largement gérable. Au niveau organisation de l'étape, je pense qu'elle est largement faisable pour une personne lambda qui s'entraîne bien à 7-8 heures. Après, je vous recommande de la faire sur 2 jours. Et je pense que le mieux à faire sur 2 jours, c'est faut s'arrêter à la Murat. Je pense, parce que je pense que s'arrêter à la Capelle Barès, c'est un peu trop tôt. 73 km, il restera une petite centaine de kilomètres. Surtout que tout le D+, sera pas encore passé. La Murat, ce qui est bien, c'est qu'on est sûr d'avoir des hôtels. C'est au kilomètre 113. Alors, il n'y en a pas beaucoup, faut se dépêcher de réserver. C'est au kilomètre 113. Parce que, il me semble que de mémoire, le col de la Griffoule et le col du Prat du Bouc, c'est très très sauvage. Et en haut, c'est sûr, il n'y a pas d'hôtel. Donc, je pense que le mieux, c'est de couper en deux l'apport à la Murat pour ceux qui souhaitent le faire sur 2 jours. Avoir une première partie qui est même assez intéressante entre Aurillac et la Murat, 112 km. Avant, tu finis par un petit col, un achangement, col de Griffoule, col du Prat du Bouc. Après, si t'es obligé, tu descends à la Murat, hop, t'arrives en bas à la Murat, tu prends ton petit hôtel, t'es tranquille. Ensuite, le lendemain, tu remontes, t'as quand même Murat à Liora, donc c'est environ 60 km, un peu moins, 55 km. On aura quand même fait une grosse partie la veille. Mais t'enchaînes Côte de la Murat, puis Marie de Pas de Pérol, col du Pertus et le col de Front de Serre. Donc ça veut dire qu'il reste tout le grosse partie entre guillemets du dénivelé. Sur ces 50 derniers kilomètres, il doit y avoir 1000 mètres de dénivelé positif au bas mot. Donc c'est assez énorme, peut-être un peu plus, peut-être mettre 1003, 1004 plutôt, je dirais. Donc ça permet au corps de mieux gérer l'étape. Après voilà, si vous êtes un amateur, que c'est votre première année, que vous faites du vélo, que vous donnez comme objectif de faire cette étape en fin d'année, si vous avez jamais fait de sport de votre vie, je pense que ça va être compliqué, mais c'est faisable. Donc il vaut mieux le faire sur 2 jours. Par contre, si vous avez déjà fait, vous faites déjà de la course à pied ou d'autres sports croisés comme du foot un peu, je pense que cette étape-là, elle est faisable, je dirais en une traite. Même en 2 jours, c'est largement faisable pour des personnes, entre guillemets, lambda, qui n'ont pas l'habitude de faire trop de sport, mais qui font un peu de sport aussi. J'ai pas précisé au niveau des départements traversés, en fait, il y a quasiment que le Cantal, il y a ma terre natale, l'Aveyron, mais on y passe sur 2 km après la Capelle Barès. Voilà. Donc, au niveau des paysages, je l'ai un peu dit tout au long de la présentation de l'étape, c'est magnifique. On va dire que c'est une étape 100% Cantal, même s'il y a un petit passage en Aveyron. C'est assez typique. On a une partie de l'étape qu'on va aller manger un peu l'Aubrac. Puis après, on va revenir vers les monts du Cantal, le Luran, tout ça. Et je pense que c'est une étape qui vaut le coup, qui vaut vraiment le coup au niveau paysage d'être faite. Parce que pour moi, les Alpes, c'est vraiment un bateau. Les Pyrénées, c'est bateau. Et puis, si on regarde cette année sur le Tour de France, au final, je pense que c'est une étape qui se démarque un peu. Puisque, première partie du Tour, on aura quand même une arrivée à Pau. On a la fameuse arrivée à Gavarnie. Cette année aussi, l'arrivée aux Angles. Donc, on aura un début de Tour assez musclé. Ensuite, on va aller dans le Cognac, je dirais, pour que Christian Prudhomme me refasse sa cave à vin. On a Cognac-Bordeaux, on a Périgueux-Bergerac, on a Haguenau-Bordeaux. Ensuite, du coup, on se dirige plutôt vers Ussel. On a le jour de repos à Cantal, magnifique. Et en fait, on a une étape un peu de plat à Vichy-Nevers. Et après, gentiment, on va arriver vers le Jura, Gueudol, le territoire de Belfort, Mulhouse, le Marstein plutôt, le Doubs, excusez-moi. Et ensuite, on a l'arrivée au plateau de Solaison. Après, c'est plutôt du classique, j'ai envie de dire, sur la fin de tour avec Alpe d'Huez, Orsières-Merlette et Saint-Gelysée. Je pense que c'est la petite étape, moi, que je veux, une des étapes que je veux le plus faire cette année sur ce Tour de France. Personnellement, je pense que j'essaierai d'en faire 2-3, notamment un Champagnol, plateau de Solaison, où j'ai déjà coché l'affaire au mois de juin. Peut-être aussi faire Chambéry-Voiron, mais je vois pas trop l'intérêt de celle-ci, c'est plutôt plat. Après, il y a Orsières-Merlette, mais après, il faut plutôt, moi je suis plutôt du côté de Genève, comme vous le savez. Donc, il faut plutôt après avoir une stratégie au niveau de l'organisation de la journée. Et Dole, territoire de Belfort aussi, ce serait une étape assez sympathique. Mais du coup, celle qui m'intéresse le plus et que je vous ai présentée aujourd'hui, c'est
Aurillac-Lorient. Le podcast va tranquillement toucher à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'aussi je vous aurai ouvert l'appétit pour faire soit une étape du Tour, soit une étape du Tour d'Italie. J'espère aussi que vous aurez kiffé faire ces étapes. N'oubliez pas de mettre en commentaire ou en m'envoyant un message privé votre ressenti quand vous avez réalisé ces étapes. J'espère aussi que ce contenu vous plaira. Il y aura un deuxième épisode qui sera plus centré sur le Tour d'Espagne et sur une autre étape du Tour de France. J'attends 1 ou 2 mois que la Volta d'Espagne mette un peu les profils d'étape à jour et je vous sortirai le podcast. J'espère aussi que le podcast vous plaît. Je voulais aussi vous remercier puisque ces 2 derniers mois on a quand même gagné plus de 15 abonnés. C'est vraiment énorme. Merci à vous. Et je vous inviterai aussi à vous abonner. Cliquez sur le petit bouton abonner sous la vidéo. L'objectif ce serait d'atteindre les 50 abonnés avant le début du Tour de France. Sur ce, roulez bien les ultra normaux et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal.